Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Média TV dans On se dit tout. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Et voici notre sommaire. Nous allons parler des règles de mobilité professionnelle. Il fut un temps où on arrivait en entreprise pour en sortir le jour de sa retraite. Aujourd'hui, les choses ont changé. À quel degré, comment et pourquoi? Eh bien, on va en parler dans un petit moment. Ensuite, on va parler des réseaux sociaux, ces inducteurs d'anxiété selon les professionnels. Comment, pour les petits, pour les grands? Eh bien, on fait le point aussi au cours de cette émission. Et puis pour finir, un mythe, ou plutôt une réalité, celui de la visualisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire croire tellement fort en la réalisation de son objectif que ça finit par véritablement se concrétiser. Est-ce que c'est ça qui marche? Eh bien, on verra ça avec une pro de la question. Merci à vous d'être avec nous sur Média TV. On se dit tout démarre tout de suite et on va se dire beaucoup de choses. À tout de suite. Merci à vous d'être avec nous et merci à toute l'équipe en régie pour la réalisation de cette émission. Je suis très heureuse de recevoir tout de suite mes invités, à commencer par vous, Dr Atman Lorabi. Vous allez bien? Ça va et vous? Bien installé? Ça va, vous êtes merci. Psychiatre, psychothérapeute et avec vous, cette histoire de réseaux sociaux et d'anxiété, quel lien entre les deux? Eh bien, on va faire le point dans un petit moment. Vous allez nous expliquer comment ces réseaux sociaux peuvent être des inducteurs d'anxiété. Et puis, celle qui a le code PIN de la visualisation et de la réussite, c'est vous, Asma Chaourti. Merci infiniment d'être là. Vous êtes coach académique et coach en développement personnel. La visualisation pour réussir ces projets entre mythe et réalité, est-ce que ça fonctionne véritablement? Et comment ça peut fonctionner? Et pour qui ça fonctionne et pour qui ça ne marche pas? Eh bien, c'est assez spécial cette histoire. On va voir, je sais pas, pour les cartésiens, est-ce que ça, pour les scientifiques justement, Dr Lorabi, est-ce que on y croit, on n'y croit pas? Eh bien, on en parle dans un petit moment. Et puis cette mobilité professionnelle, c'est avec vous, Mona Skrli. Vous êtes consultante, vous êtes également enseignante. Mobilité professionnelle, nouveaux règles de jeu. Eh bien, on va voir ça avec vous dans un petit moment. D'ailleurs, on commence par le sujet, non? Oh, absolument, on commence par ce sujet, c'est tout de suite. Merci Mona d'être là, c'est un plaisir de vous recevoir. Avec plaisir, c'est un plaisir de revenir. Merci infiniment. À tout de suite. Et on commence donc par cette question, Mona Skrli. Les règles de mobilité professionnelle ont-elles changé? Est-ce qu'aujourd'hui, on passe moins de temps en entreprise, dans l'entreprise dans laquelle on démarre? Est-ce qu'on change moins souvent de job, plus souvent, pardon, de poste et d'entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est valorisé alors qu'au contraire, avant, on se disait, plus on passe de temps dans une entreprise et plus c'est un signe de maturité, de sagesse et de stabilité pour le salarié. Aujourd'hui, les choses ont changé? Oui, tout à fait. Les choses ont changé parce que les personnes ont changé. Tout d'abord, les générations sont différentes. Quand on parle déjà de génération Y et Z, ce sont des personnes qui sont extrêmement concentrées sur elles-mêmes, sur leurs besoins, et puis également qui sont ultra connectées. Et donc, leurs besoins sont très, très différents. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, éviter le turnover chez ce type de talent, ça veut dire pour l'entreprise, c'est développer un leadership qui va être à l'écoute justement de leurs besoins et qui va savoir les motiver, dans quel sens, essayer justement de garder les talents. Par quoi? Par de la mobilité interne. Et justement, quand vous parliez déjà de mobilité, la mobilité peut être bien sûr interne et c'est un excellent outil de motivation des salariés, quelle que soit la génération. Ce qui est aussi intéressant, c'est quand on parle aujourd'hui de mobilité interne, c'est tout d'abord dans l'entreprise une possibilité de faire une profession différente, d'avoir donc ça fait partie, disons, du cycle de carrière. Donc ça peut être dans le cycle de carrière ça peut être ascendant dans ce sens, il peut y avoir une promotion, ça peut être descendant quand il y a un licenciement, mais on parle aussi de plafond de verre quand justement il y a une stagnation. C'est ça. Vous voyez? Donc alors, aujourd'hui, quand on échange avec les jeunes, parfois, vous vous rendez compte qu'ils sont en recherche d'emploi ou ils décrochent un job, mais ils savent qu'ils vont passer 1 an au sein de l'entreprise et qu'ils ne resteront pas plus. Et ils visent déjà une autre entreprise. Alors qu'avant, il y a encore quelques années,
on se disait qu'une personne qui a ce type de raisonnement est une personne qui est relativement instable en milieu professionnel. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, en fait, les générations Y et Z, ont facilement accès au coaching. Je suis spécialisée justement en coaching des managers et on voit bien qu'en entreprise, il y a réellement une réelle volonté de motiver les jeunes et de garder les talents. C'est le nouveau challenge pour les entreprises? C'est un challenge des entreprises. Pourquoi? Pour augmenter en compétences les salariés, et également pour l'image de l'entreprise, et puis aussi pour s'adapter à de nouveaux produits. Aujourd'hui, on va en parler aussi, l'importance des réseaux fait que les produits sont facilement renouvelés, ils sont surtout adaptés à une demande. Oui. Et tout cela fait qu'en interne, on a besoin d'avoir des compétences qui sont également flexibles et qu'on peut justement développer à travers le coaching, à travers aussi les formations en interne. Donc c'est vraiment aujourd'hui un excellent outil, le coaching justement d'entreprise. Et quand j'interviens justement en entreprise, c'est ça en fait le but, c'est de pouvoir donner cette possibilité à tout talent, et quelle que soit la génération, à venir bénéficier d'une mobilité interne, mais qui également doit être affichée à travers donc une charte de mobilité. Donc c'est en général le département des ressources humaines donc qui gère et qui affiche clairement à travers donc le réseau interne les ouvertures de postes locaux et également internationaux. Donc les règles de mobilité ont aussi changé donc en termes de postes. Il y a aujourd'hui une possibilité, grâce à la formation continue, d'acquérir de nouvelles compétences, donc de pouvoir accéder à de nouveaux postes au niveau national, mais également au niveau international. Et ce n'est pas seulement le cas des multinationales. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises nationales se développent vers l'export et entendent justement garder justement les talents qu'ils ont recrutés 5 ans, 10 ans auparavant, parce qu'ils ont investi à leur niveau, donc, et leur permettre justement à travers la formation de pouvoir prétendre à un meilleur salaire, à un nouveau poste. Voilà, c'est vraiment ce but. Mais dans ce cas-là, en fait, ça c'est dans le meilleur des mondes, oui. Où la communication est fluide au sein d'entreprises, où, comme vous le dites, les postes, la mobilité est annoncée, communiquée, oui. Mais ça ne se passe pas comme ça dans toutes les entreprises. Et il y a différents points justement que l'on peut soulever par rapport à ce changement de l'état d'esprit du salarié, parce que c'est des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail avec de nouvelles motivations, un autre fonctionnement cérébral également. C'est d'abord, il faut avant tout une prise de conscience de la part du top management du changement oui. de l'environnement. Qu'aujourd'hui, oui, c'est bien peut-être de engager un jeune, mais il faut aussi le garder. C'est pas une faveur qu'on lui fait en le recrutant. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, oui. Parce que pendant longtemps, ça a été comme ça en fait. On te donne un travail, c'est déjà une faveur. Donc parler de mobilité, parler de perspectives d'évolution, etc., c'est des choses qu'on ne va pas aborder avec un jeune dès le départ. Or aujourd'hui, ces jeunes ont besoin de savoir où ils vont, où ils mettent les pieds. Tout à fait. Et d'ailleurs, je veux dire, quand il y a un entretien annuel avec le responsable hiérarchique et le RH, en fait, chaque année, on pose la question aux jeunes, enfin, à la recrue, on lui dit comment tu te vois d'ici 2 ans, comment tu te vois d'ici 5 ans, comment tu te projettes, dans quelle fonction. Et pendant que cette personne donc assume ses responsabilités, on va venir lui proposer, c'est-à-dire c'est un peu, on apprend par l'action. Donc, on va pousser cette personne à développer des compétences, on va lui confier des missions. Et quand on parle aujourd'hui de leadership au niveau de l'entreprise, la plupart des managers sont sensibles au fait de booster les compétences de leur équipe, parce que d'abord, ça les grandit eux. Il y a aussi l'image de l'entreprise. Et puis, en parallèle, concrètement, c'est mis en place. Dernièrement, donc, on m'a demandé d'animer un forum au niveau d'une très grande entreprise, La Place, qui voulait en fait booster la mobilité interne. Donc, ce serait éventuellement un développement à l'horizontale. Parce qu'on sait bien que des personnes, au bout de 10 ans, elles font toujours la même chose, elles commencent à se lasser. Donc, quand on leur ouvre en fait cet oxygène, mais c'est extraordinaire. Vous avez la motivation qui est quand même décuplée au niveau d'une équipe, au niveau d'une personne. Et le leadership, c'est aussi ça. C'est développer l'agilité des compétences. Alors, on va aussi parler de l'autre revers de la médaille, à savoir ce besoin de beaucoup bouger. Est-ce qu'il y a un risque aussi? C'est-à-dire que lorsqu'on passait beaucoup de temps dans un poste oui. Et au sein d'une même structure, on va dire il y a du bon et il y a du mauvais aussi.
Le mauvais, c'est qu'au bout d'un moment, il y a de l'ennui qui s'installe et de la routine. Oui. Et puis le bon, c'est que finalement, on devient expert de son métier. Est-ce que la mobilité dont font preuve aujourd'hui les plus jeunes, cette nouvelle génération, finalement, ne leur permet pas un approfondissement métier? C'est-à-dire que le risque dans la mobilité externe, ça veut dire en dehors de l'entreprise, c'est en fait, de passer à côté d'un enrichissement en fait, d'ancienneté. Alors que quand on fait de la mobilité interne, on gagne en compétences, on devient polyvalent et puis on garde cette ancienneté-là. Et puis surtout, l'atout dans la même entreprise, c'est qu'il n'y a pas cette période d'essai. Il y a une période de probation qui fait que pendant, disons, 3 mois, le salarié va faire le job, ça marche, tant mieux pour lui et pour c'est-à-dire son patron. Mais si ça ne marche pas, il va récupérer son job d'avant. Alors que quand on fait fait une mobilité externe, il y a une période d'essai qui fait que ça va peut-être marcher. Ce goût du risque, il y a des personnes qui le veulent et qui l'assument. Et c'est aussi l'esprit entrepreneurial qui est essentiel. Et le leader aujourd'hui, dans sa fonction en fait, de leader, développe cette action entrepreneuriale chez chaque salarié. Pourquoi ? Parce que vous créez en fait des équipes qui sont autonomes et qui ont, pour collaborer, n'ont pas besoin, coupent les hiérarchies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la mobilité, on parle aussi de télétravail. Aujourd'hui, d'un pays à l'autre, on fonctionne en réunion, en visioconférence. Voilà, et ça permet quand même d'avancer dans le travail, d'être beaucoup plus opérationnel. Voilà. Et puis, ça crée aussi une meilleure productivité, un meilleur bien-être au travail. Mais est-ce qu'il y a aussi, selon vous, peut-être des repères chronologiques, des conseils qu'il faut absolument donner à ces jeunes qui sont en effervescence totale en se disant très bien, aujourd'hui, je peux bouger n'importe comment, je ne suis pas obligée de rester dans une entreprise très longtemps, j'ai du talent, je peux aller là, au bout d'un an, je peux changer encore de job. Est-ce qu'il faut aussi quand même... Est-ce qu'il y a un minimum de temps à passer au sein d'une entreprise? Un minimum de temps, déjà, c'est 3 ou 6 mois, d'abord, oui. Au niveau d'une entreprise. Et en dehors de ça, il faut se dire que quand on change d'entreprise, la majoration de salaire est de 10% et pas plus, dans la majorité des cas. Et puis, quel que soit le niveau, niveau professionnel? D'après une étude locale qui a été faite. Donc, mais en dehors de ça, il faut se dire aussi qu'on perd en crédibilité. Quand on change tous les ans, on perd en crédibilité. Donc, il faut aussi, dans le recrutement, dans l'entreprise, venir carrément parler, et surtout au niveau des multinationales, des entreprises qui ont un département ressources humaines qui est extrêmement développé et qui veut garder les talents, parler en fait d'un plan de carrière sur une année, sur 3 mois, sur 3 ans, pardon. Et donc, surtout pendant l'entretien annuel, on peut donc parler comme quoi, écoutez, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, je me projette, si j'étais commercial, je me projette comme responsable marketing. Donc voilà, c'est cette ouverture qui fait qu'il y a beaucoup plus de potentiel à garder et c'est aussi l'image de l'entreprise. Il y a aussi, alors justement, lorsqu'on parle de justement cette nouvelle donne, finalement, la perte de crédibilité est toujours là. L'ombre de la perte de crédibilité est toujours là. Hein. L'ombre de la perte de la crédibilité, c'est une chose, mais la réalité en est une autre, parce que l'essentiel aussi, c'est de savoir, argumenter. Quand on change une entreprise, on argumente parce qu'on recherche une meilleure équipe, on recherche en fait une meilleure motivation. Et quand on est accompagné d'un coach, ça permet vraiment de suivre ces étapes et d'arriver, surtout avec des objectifs qui sont cadrés dans le temps et dans les moyens. Alors, une petite intervention par rapport à cela. Asma Chaoukri, vous êtes coach académique et développement personnel. Les jeunes, vous les côtoyez aussi énormément. Comment on peut dire ça sans les froisser? C'est pas cette envie de trop bouger, mais cette impatience, c'est une forme d'impatience de leur temps? Au fait, comme tu l'as bien dit, il y a la médaille, il y a le revers. Il y a le revers. Donc, à mon sens, le fait de bouger, ça permet aussi d'évoluer. D'évoluer dans des postes, d'évoluer en termes de salaire, etc. Et aussi, aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, on voit qu'ils sont plus dans la recherche d'un certain bien-être dans le travail. Donc, ce n'est plus... réel ou utopique? Mythe ou réalité? Donc, c'est-à-dire, cette génération, surtout, peut-être, elle n'est pas très bien sentie dans notre société, mais dans d'autres sociétés, on la voit et on la sent qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont plus dans la recherche
d'un travail qui va allier travail, plaisir et bien-être, plus qu'avant on cherchait des postes où on va gagner beaucoup d'argent, où on va avoir des postes d'une certaine valeur, mais c'est vraiment dans ce sens-là. Moi, personnellement, j'encourage... à la mobilité professionnelle. Oui, j'encourage ça. Docteur, une question quand même par rapport à cela. Est-ce que trop bouger, ce besoin de trop changer de travail peut être le signe d'un mal-être quelque part, d'un malaise Souvent, c'est quelque chose qui m'interpelle en tant que médecin quand j'ai devant moi quelqu'un qui, par exemple, au cours des 5 dernières années, a été dans 5 entreprises différentes. Ouais. Bon, sauf que souvent, je vais un peu plus loin, c'est-à-dire je demande qu'est-ce qui s'est passé, etc. Effectivement, on peut retrouver des gens qui ont des troubles de la personnalité, qui se sentent à un certain moment persécutés, des petites choses comme ça, ou à cause même du rapport au travail, parce que je pense que c'est un peu ça qu'il y a aujourd'hui, c'est que le travail occupe une place de plus en plus grande chronologiquement dans notre emploi du temps. Et je pense donc que, comme on y passe le plus clair de notre temps, le travail stigmatise beaucoup de nos frustrations. Et on se dit que si on n'est pas bien... C'est à cause des autres. Non, que c'est le travail, que c'est à cause du travail. Et donc on ira peut-être vers un changement de job, un changement d'entreprise, etc. Mais quelquefois, il faut cette démarche, ou en tout cas ce chemin, pour se rendre compte que ça n'a rien à voir avec le travail, mais plutôt avec une problématique intrinsèque. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à dire autour de ce sujet, mais on doit passer à une autre thématique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, oui, c'est la nouvelle génération, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, mais le monde du travail, quand même, a ses règles du jeu. Oui. Est-ce qu'on peut laisser une nouvelle génération imposer ces nouvelles règles ? C'est-à-dire que la mobilité déjà professionnelle aujourd'hui, c'est en fait une solution contre la précarité de l'emploi. Ça veut dire qu'il y a une personne à partir du bac qui suit une formation. Donc, quand j'enseigne au master, à un moment, ils se rendent compte que finalement, ce qu'ils ont choisi, ce n'est pas exactement ce qu'ils ont voulu après les stages qu'ils ont faits. Donc, cette mobilité professionnelle fait aussi que, en fait, quand on est justement avec un coach, on se pose les vraies questions, on se dit finalement, c'est pas ce que je veux. Quand j'ai mis en pratique, c'est pas ce que j'imaginais, c'était que de la théorie. Donc cette mobilité professionnelle fait que ça permet aussi de lutter contre la précarité de l'emploi et de suivre une nouvelle formation ou aller carrément en alternance dans une société et puis en fait avoir un nouveau job. Oui, c'est une porte de sortie. C'est une porte de sortie. Voilà. Et puis aujourd'hui, quand on parle de mondialisation, la mobilité professionnelle fait que ça devient aussi de la mobilité géographique. Alors, on a une question de Samir qui vous dit « Je ne comprends plus pourquoi les jeunes d'aujourd'hui passent moins de temps dans la même structure. C'est devenu le fast-food professionnel. » Le fast-food professionnel, j'aime beaucoup l'expression. Je pense que ce qu'il y a aussi, j'en parle aussi dans l'article que j'ai publié dans l'Économiste, c'est lié à leur génération. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle des générations Y et Z, ce sont des générations qui sont ultra sensibles à leurs besoins personnels et qui veulent, en dehors du salaire, tout de suite se sentir bien dans leur vie professionnelle parce qu'en fait, il y a aussi le phénomène de blurring, ça veut dire qu'il y a une sorte de floutage entre la vie pro et la vie perso. Ce qui veut dire qu'eux, quand ils sont bien dans leur travail, ils sont vraiment bien dans leur vie. Et c'est lié à leur mode de vie, c'est lié à leur génération. Donc c'est cela aussi qui fait qu'on a envie de changer. Mais parfois, comme vous avez si bien dit, effectivement, ça peut être une manière aussi, disons que quand il y a un malaise, c'est aussi parfois un malaise qui n'est pas lié à l'emploi, au job, mais lié en fait à une façon d'être. C'est ça, une façon de fonctionner. C'est pour ça que dans ce sens aussi, faire justement appel à un thérapeute, c'est vraiment utile. Il faut se poser la question au bout d'un moment, quand même. Ah oui, tout à fait. Comme vous dites, docteur, il ne faut pas se dire, oui, c'est normal de changer de boulot chaque année. Je pense qu'au bout de 2-3 expériences qui se déroulent de la même manière, c'est-à-dire de manière négative, et qu'on en souffre, il faut se poser cette question-là. Oui, bien sûr. Absolument. Et voilà, donc si on peut quand même donner un résumé des choses à emporter, voilà, si l'expérience se répète assez souvent, il faut se poser la question. La mobilité professionnelle, c'est quelque chose de la nouvelle génération, certes, mais il y a aussi quand même un cadre. On ne peut pas changer sous prétexte qu'on est de la génération Y et Z. Absolument. Oui, c'est ça.
à fait, Merci beaucoup, Mona Srli, d'avoir été là. On continue l'émission ensemble. On va parler de réseaux sociaux et d'anxiété. Et ça, c'est avec vous tout de suite, docteur Lorabi. Est-ce que vous avez déjà pensé, réfléchi à la question, pensé que les réseaux sociaux pouvaient être la cause de votre anxiété? Eh bien, si c'est le cas, tant mieux parce qu'on va en parler. Sinon, c'est le moment de suivre l'interview parce que ça éveille les consciences. Docteur Atman Lorabi, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie. C'est un projet que vous avez justement présenté, une étude que vous avez présentée. Oui, c'était un travail que j'avais présenté à un congrès, mais ça part d'un principe très simple. Avant de parler de réseaux sociaux, c'est que, alors, on va plus parler de troubles anxieux. On va rappeler que l'anxiété, c'est le fait de se sentir tendu devant un stimulus adverse. C'est comme ça qu'on va le définir de la manière la plus large. C'est une modalité d'adaptation à quelque chose de nouveau dans l'environnement. Donc, c'est quelque chose de naturel, l'anxiété, quand il y a une petite menace, un dérangement, etc. On parle de troubles anxieux quand ces symptômes-là, la poitrine qui serre, un peu le souffle coupé, le fait de se sentir tendu, avoir mal à la tête, le cœur qui bat fort, je donne des symptômes pêle-mêle, avoir un peu mal au ventre, etc. Quand ça commence à se reproduire de manière trop fréquente, ou alors quand ça commence à se produire dans des situations qui, normalement, d'un commun accord, c'est-à-dire socialement, voilà, il n'y a pas de raison de stresser, entre guillemets, c'est comme ça qu'on le dit dans le langage familier. Et si vous voulez le constat, c'est que grosso modo, l'anxiété est décrite, les troubles anxieux sont décrits depuis l'Antiquité, mais grosso modo, depuis le 19e siècle, fin du 19e siècle, dans les pays principalement nouvellement industrialisés, parce que c'était l'époque de l'industrialisation, on voyait qu'il commençait à y avoir de plus en plus d'anxiété. Et en fait, là où c'est le plus flagrant, c'est depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, où il y a une croissance soutenue. Alors, il y a beaucoup d'historiens qui se sont penchés sur l'histoire pour se dire, tiens, mais pourquoi? Alors, on a évoqué l'industrialisation, parce que l'industrialisation a amené une certaine sécurité alimentaire pour presque tous, l'école, etc., etc. C'est-à-dire que l'humain a cessé de se bagarrer, on va dire, avec la satisfaction de ses besoins primaires, manger, pouvoir se loger, etc., etc. Et donc, petit à petit, l'humain, parce que comme notre mental aime toujours essayer d'anticiper les choses, petit à petit, il y a eu ce germe de troubles anxieux. Mais en fait, quand on regarde aussi cette histoire, c'est le développement de l'audiovisuel, c'est le développement des moyens de se représenter, la photographie, peut-être que aussi à partir des années 80, c'est le caméscope, etc., c'est les moyens de se filmer, je parle de la généralisation de ce genre d'équipement. Plus tard, dans les années 2000, fin des années 90, début des années 2000, c'est les premiers réseaux sociaux. Ce qu'on entend par réseaux sociaux, ce sont les réseaux basés sur Internet qui permettent l'échange de contenu généré. C'est ça la définition la plus vaste, parce qu'elle englobe les messageries, les partages de matériel audiovisuel, etc., etc. Sans contrôle. Voilà. Et donc, on observe aussi que, de manière assez parallèle, il y a de plus en plus de troubles anxieux, et principalement, et ce sera ça le focus aujourd'hui, sur ce qu'on appelle le trouble anxiété sociale. C'est-à-dire qu'on est victime de symptômes très forts de l'anxiété, le souffle coupé, etc., dans des situations sociales. Il y a quelques sous-types, c'est-à-dire que ça peut être toujours dans le même type de situation, et puis ça peut être dans n'importe quelle situation sociale, à condition que je sois en face de quelqu'un à qui j'aimerais plaire, de manière très succincte. Plaire dans le sens social du terme, c'est-à-dire m'attacher, qu'il ait une bonne opinion de moi, etc., etc. Et là, on a remarqué... Ça n'existait pas avant? Ça existait, mais alors, il y a de sérieux écueils à ce que je dis, dans le sens où les chiffres n'étaient pas forcément disponibles avant les années 80, etc. Mais au moins sur ces 40 dernières années, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une augmentation de ce trouble anxiété sociale, anciennement appelé phobie sociale, et voilà, qui se manifeste par cette inquiétude et cette peur à chaque fois qu'on va, par exemple, passer un entretien, qu'on va aller demander une augmentation, je dis des bêtises, qu'on va rencontrer quelqu'un pour la première fois dans le but de, je ne sais pas moi, par exemple, se lier d'amitié. Et tout de suite, l'enjeu social commence à être, ça nous met en détresse. Alors, les réseaux sociaux, bien sûr, dans l'idée,
ça permet justement, au contraire, de trouver un peu plus d'aisance dans les contacts sociaux, dans le sens où ça facilite, on n'est pas obligé de se rencontrer, on peut se contacter, échanger. Mais quand on regarde d'un peu plus loin, surtout certaines plateformes, c'est devenu une deuxième place publique. Alors, docteur, je vais vous arrêter juste pour une question de temps. Et en fait, l'idée, c'est de faire le lien entre cette anxiété sociale et les réseaux sociaux. Tout à fait. Et en fait, on pensait que ça serait plus simple, mais finalement, c'est pas plus simple avec les réseaux sociaux. C'est pas plus simple parce que justement, c'est une nouvelle place sociale. C'est une place publique et on est soumis au jugement de à peu près tout le monde. On marque une pause ? Bien sûr. Et on revient. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour pour la deuxième partie d'On se dit tout pour aujourd'hui. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Je suis très heureuse d'être avec mes invités. Je suis avec le docteur Athman Lorabi, avec Asma Chawqi, Mona Sqli, différents sujets pour vous accompagner tout au long de cette heure sur Médien TV, bien sûr. Alors, on parle à présent, tout à l'heure on a parlé des règles de mobilité professionnelle qui ont changé. Dans un petit moment, c'est le pouvoir de la visualisation. Qu'est-ce que c'est exactement entre mythe et réalité? Et puis pour l'heure, les réseaux sociaux, ces inducteurs d'anxiété. Docteur Lorabi, c'est avec vous que l'on en discute. Pendant la première partie, vous avez parlé d'anxiété sociale, ce que c'est exactement. Oui. Et puis là, on fait intervenir les réseaux sociaux, les médias sociaux. Le lien est assez simple. À partir du moment où le trouble anxiété sociale est défini par la crainte excessive d'un jugement péjoratif, on peut imaginer que le fait de se retrouver sur des réseaux sociaux qui permettent de partager ses photos, ses pensées, etc., et donc, en les soumettant à nos contacts et à leur appréciation, est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils n'aiment pas, est-ce que ça va plutôt être positif comme retour ou plutôt négatif, on peut imaginer, sans aucun doute, que justement l'activité sur les médias sociaux peut engendrer un stress supplémentaire de va-t-on liker, ne va-t-on pas liker. Et d'ailleurs, il y a une expérience assez intéressante concernant les selfies qui avait été menée par une équipe australienne, me semble-t-il, où on avait demandé à des gens d'envoyer des selfies sur les réseaux sociaux. Alors, il y avait deux groupes. Il y avait des personnes qui avaient le droit de se prendre qu'une seule fois en photo et d'autres qui avaient le droit de se prendre en photo et de retoucher et de l'envoyer. Jusqu'à satisfaction. Voilà, et de l'envoyer. Alors, ce qui est notable, c'est que les deux groupes étaient anxieux. Même le groupe qui a pu retoucher la photo et vraiment l'embellir comme il voulait était anxieux juste après avoir posté cette photo. Donc l'activité en elle-même de poster un selfie, même si c'est un selfie absolument réussi par exemple, est génératrice d'une anxiété, je pense, qu'il est possible d'éviter. C'est une anxiété moderne, en fait. Oui, qu'il est possible d'éviter. Et quand on regarde, il y a une étude, il me semble, du Royaume-Uni qui avait tendance à démontrer que les jeunes filles, 15, 16, 17 ans, passaient en moyenne 3 heures par semaine à envoyer des selfies. Alors, et c'est là un autre lien des mécanismes de l'anxiété sociale, parce que quand on parle de trouble d'anxiété sociale, on sera toujours en train d'essayer de chercher le jugement positif d'autrui. Et donc, si vous voulez, et ça fait appel à des compétences sociales. J'introduis la notion de compétence sociale, c'est-à-dire la capacité à gérer le risque social, c'est-à-dire la capacité à gérer que je ne puisse pas plaire et à plutôt bien le prendre, à plutôt bien le vivre. Le problème, quand on tombe dans cette utilisation qui est d'abord chronophage, ça prend du temps, 3 heures par semaine, c'est 3 heures de moins pour une activité sociale. Donc ça va diminuer aussi mes capacités sociales au long cours, le fait de m'enfermer dans cette utilisation numérique du lien social, ou ce lien social numérique de je me photographie, je prends en photo ce que je vais manger et j'attends l'approbation ou l'admiration des gens. Alors, pardon docteur, quand vous dites c'est une anxiété que l'on peut s'éviter, ça veut dire qu'il ne faut pas être sur les réseaux sociaux? D'après le sens en tant que psychiatre, est-ce que vous êtes contre? Alors, en tant que psychiatre, ça dépend du type d'utilisation, parce qu'on ne peut pas tout jeter. Mais le fait de s'afficher, c'est le terme que je vais utiliser, de s'exhiber, peut-être des choses intimes. Je ne parle pas de corporellement, je parle de où est-ce que je suis en vacances, qu'est-ce que je mange, avec qui je suis.
au final, ça n'a pas grand intérêt à part essayer de susciter de l'admiration, essayer de susciter de l'intérêt, des choses positives. Donc, si on n'est pas dans ce genre d'utilisation et que, voilà, de temps en temps, c'est des petites blagues, des petites photos sympas, des petites news, et puis pour garder le contact dans sa messagerie, il n'y a absolument aucun souci. Mais d'y passer beaucoup de temps, et d'ailleurs, les anglo-saxons ont inventé la nomophobie, la no mobile phobia. C'est-à-dire que dès qu'on voit qu'on commence à être inquiet parce qu'on a oublié son téléphone et de ne pas pouvoir consulter ce qu'on a à consulter, les différentes messageries, il faut se poser la question de si on n'a pas une utilisation problématique justement des médias sociaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un terrain favorable, comme pour toute pathologie ou pour tout syndrome, il y a un terrain prédisposé, c'est comme ça qu'on l'appelle ? Oui, un terrain de vulnérabilité. De vulnérabilité. Dans toutes les pathologies psychiatriques ou mentales, les troubles anxieux en font partie, il y a toujours 3 grandes familles de facteurs, c'est biologique, psychologique et social. Mais pour faire beaucoup plus simple, on peut imaginer que quelqu'un qui a une vie peu épanouissante, avec beaucoup de problèmes, avec peu de liens sociaux, etc., va se retrouver dans ces utilisations problématiques de médias sociaux et dans les problématiques qui sont inhérentes. Alors, pour les personnes qui en font un métier aujourd'hui, oui. Ce qu'on appelle les influenceuses, les influenceurs, est-ce qu'il y a un grand risque d'anxiété, de développer une anxiété ? Bien sûr qu'il y a un grand risque, c'est un stress permanent. Vous savez, la société, enfin, une petite parenthèse, la société, ce qu'on peut peut-être décrire de son évolution, c'est que maintenant on essaie de tout valoriser. C'est-à-dire on essaie de donner de la valeur à tout. Est-ce que ça c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? On essaie de tout juger. Et le fait, quand on est dans ce genre de métier, c'est de facto se retrouver tout le temps jugé. Est-ce que je recrute, est-ce que je ne recrute pas des vues, des likes, etc. Et forcément, c'est du stress au long cours parce que ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas des heures de travail, on travaille tout le temps. Ça c'est un bon message quand même à passer à ces personnes-là parce qu'on voit que le bon côté... Il est important de faire des belles excursions dans la vie réelle et de profiter de la vie réelle, c'est important aussi. Sans retouche, sans pose, sans Photoshop. Sans même se poser la question. La question, c'est ça, absolument. Alors, intervention des téléspectateurs. Malika qui vous dit, est-ce que vous déconseillez les réseaux sociaux aux enfants et ados ? Oui, parce que, comme je vous avais dit, les médias sociaux, c'est un échange de contenu généré par les utilisateurs. Quand on parle d'enfants, surtout, il faut faire attention à tout ce qui est contenu. Je n'en parle pas parce que c'est pas spécifique. Je n'en avais pas parlé parce que c'est pas spécifique aux médias sociaux. C'est aussi bon pour la télévision, etc., des magazines. Il faut pas mettre n'importe quoi devant les yeux des enfants. Mais disons que avec les médias sociaux, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus risqué. Donc les enfants, c'est très compliqué. Alors les enfants, ça veut dire quel âge ? Mais grosso modo, quand on arrive à la dizaine et qu'on la dépasse, moi, je préconise aux parents d'accompagner les enfants dans leur apprentissage de l'Internet, de ses risques, etc. et de s'accompagner de tout ce qui est techniquement possible, les contrôles parentaux, etc., pour les protéger. Mais ça ne nous dispense pas de les éduquer à ça, parce que c'est une grande responsabilité. Ça ne s'apprend pas à l'école. Comme je vous ai dit, Internet, c'est devenu une place publique. C'est comme si on se disait qu'on allait lâcher nos enfants dans la rue en ne les ayant pas préparés, en ne les ayant pas accompagnés lors des premières sorties. D'ailleurs, il y a cette histoire d'harcèlement sur les réseaux sociaux qui a autant de dégâts que le harcèlement physique Probablement plus. Probablement plus, et c'est aussi l'une des spécificités des médias sociaux, c'est que à partir du moment où on peut envoyer des photos, des choses, etc., et que on parle d'enfants, d'adolescents, ils ne sont pas forcément, suffisamment mûrs pour entrevoir les conséquences à très long terme, et on oublie souvent qu'Internet n'oublie jamais. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Voilà, dans la vie réelle, les gens oublient. Internet n'oublie jamais. Donc, si jamais c'est un harcèlement sur une photo, sur des choses comme ça, malheureusement, l'impact, il est là. Il est très grand parce que ça touche forcément plus de monde est au courant. Et il dure beaucoup plus longtemps parce que ça ne s'oublie pas. Tout à fait. Et vous avez Hafed qui vous dit, une personne en dépression doit-elle complètement s'éloigner des réseaux sociaux ? Non. J'insiste, moi je parle d'utilisation excessive.
l'utilisation excessive, l'utilisation pour se calmer. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, dans un état d'énervement parce qu'ils viennent d'avoir une mauvaise nouvelle ou de vivre une mauvaise journée, et puis qui vont prendre le téléphone ou la tablette et se mettre sur les réseaux sociaux. Et décharger la... Et en fait, ça n'apprend pas à réguler les émotions. C'est ça, en fait, le vrai danger. Donc, mais pour une personne dépressive, je dirais, en général, vous savez, on perd l'intérêt. Donc, on n'y va pas trop sur les réseaux sociaux quand on est authentiquement en dépression. Oui. Mais ça permet aussi de garder le contact. Si on sort plus de la maison, par exemple, c'est quand même bien d'avoir un petit contact avec les proches, les gens qu'on aime, qui peuvent se rendre disponibles à travers ce canal, plutôt que d'être totalement coupé de toute communication. Merci beaucoup, Dr Atmal Lorabi, de mettre un petit peu de bon sens dans l'utilisation des médias sociaux. Merci infiniment d'être là. Et on enchaîne cette fois-ci avec ce mythe ou cette réalité de la visualisation. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout de suite sur Média TV. Alors on y va pour ce sujet qui vous interpelle, j'imagine, depuis qu'on l'a annoncé tout à l'heure, depuis le démarrage de l'émission. C'est avec vous, Asma Chawqi, vous êtes coach académique et spécialiste en développement personnel. Alors, cette histoire de visualisation, le pouvoir de visualisation, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire rêver, ça veut dire imaginer, ça veut dire espérer, c'est souhaiter, c'est quoi exactement? Ce n'est pas rêver, ce n'est pas souhaiter, ce n'est pas imaginer. Imaginer, oui. Et d'abord, on ne peut pas parler de visualisation comme ça, mais visualisation par rapport à quelque chose de précis. Ok. Par exemple, par rapport à un projet ou un objectif que j'ai. Donc, je ne vais pas me dire, voilà, je vais m'installer pour visualiser. Visualiser quoi? À propos de quoi? Voilà, donc c'est toujours, ça doit être lié à un objectif que je voudrais atteindre, un objectif qui doit être réaliste, réalisable. Donc, c'est ce qu'on appelle les objectifs SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps, écologique, révisable et qui ne dépend que de moi. Ok, donc, mais on a pas mal ça aussi, j'allais dire de rêves, d'objectifs qui peuvent dépendre de quelqu'un d'autre ou qui peuvent dépendre d'une structure ou qui peuvent dépendre... Enfin voilà, mais ça ne dépend pas que de nous forcément. Ça ne dépend pas que de nous, mais quand je parle d'objectifs, quand je mets un objectif en vue, ce qui suit l'objectif, c'est des actions. C'est ça. Donc, visualisation, oui, mais une visualisation de quelque chose de précis. Active. Voilà, de quelque chose, on doit visualiser quelque chose très, très précise et qui doit être suivi d'un plan d'action. Donc, rester là à visualiser sans qu'on ait quelque chose de précis et sans avoir un plan d'action, ça reste dans les rêves. C'est ça. Ça reste, comme tu as dit, dans des désirs. Et donc, voilà. Donc, visualiser. Quand j'ai quelque chose à visualiser, donc, qu'est-ce que je visualise? Je me visualise en train d'atteindre, ou bien pas en train d'atteindre, mais je visualise mon objectif atteint à ce moment-là. Et donc, quand je visualise cet objectif atteint, la visualisation, on peut la faire de différentes manières. On peut parler de ça si tu veux. Oui, bien sûr, c'est très important. Oui, et quand je visualise mon objectif déjà atteint, ça va susciter chez moi des émotions. Et donc, les émotions, c'est une partie très, très importante dans le passage à l'action. Oui. Donc, si j'ai des émotions agréables, j'ai déjà mon objectif en vue, je m'imagine, si tu veux utiliser le mot imaginer, parce que visualisation, on utilise aussi l'imagerie mentale, qui veut dire aussi visualisation. Déjà, mon objectif atteint, donc j'ai des émotions, je suis bien, il y a une satisfaction, et tout ça, ça va créer chez moi une motivation.
Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la visualisation, c'est le dynamo de la motivation comportementale. C'est ça qui va me pousser à l'action. En fait, je ressens ces émotions positives et je me dis finalement, je suis capable de les vivre. Et donc, je vais faire en sorte de les... Voilà, et donc ça va... Mais quelle est la limite entre le pragmatique et l'imaginaire? Parce que, en fait, je ne veux pas que ça paraisse un petit peu farfelu pour nos téléspectateurs. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas parler de visualisation si je n'ai pas un objectif précis, quelque chose de concret devant moi. Et donc, j'imagine mon objectif déjà atteint. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être... dans tous les domaines, dans les études, une réussite scolaire, une note. Par exemple, j'imagine que demain j'ai un examen à passer et je me projette déjà dans le futur et j'imagine déjà que j'ai un 18 sur 20. Et donc déjà le fait d'imaginer ça, ça va me procurer du plaisir, ça va me motiver. Et tout ça, c'est quoi le but ? C'est pour me pousser, c'est pour me motiver et me pousser vers l'action. Et donc... Est-ce que le psychiatre y croit? Pardon de vous interrompre, Asma. Quand je dis le psychiatre, c'est-à-dire le médecin scientifique... Oui, tout à fait. Oui. Bien sûr qu'on y croit, parce que quand on parle de changement, c'est toujours une balance décisionnelle, c'est les risques, les bénéfices. Et souvent... Enfin, là, on parle de gens qui sont en difficulté à mettre en place la chose, donc qui sont en difficulté ou avec trop de peur, trop d'inquiétude, etc. Et le fait de se rappeler pourquoi on va faire tout ça, quelle est la perspective de la satisfaction ou du plaisir qu'on va en retenir, ça, techniquement, ça nous incite davantage à passer à l'action. Et techniquement, est-ce que ça marche? Alors, comment on visualise justement? Alors, donc il y a plusieurs techniques et surtout il y a des étapes. Et avant de parler d'étapes et techniques, d'abord il faut y croire. Parce que si j'y crois pas, ça va pas marcher. C'est comme si par exemple je suis malade, je prends un médicament et j'y crois pas trop. Je me dis moi je le prends, mais je suis sûre que je ne vais pas guérir. Donc, il ne suffit pas de prendre le médicament pour guérir, mais croire en la guérison et déjà aussi s'imaginer guéri. Et c'est ça qui va multiplier l'efficacité de ce médicament. Donc, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a de la métaphysique dans cette histoire? Au fait, parce que il y a une part d'irrationnel dans cette chose-là, dans cette histoire de visualisation. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, docteur, voilà, donc est-ce qu'il y a une part d'irrationnel où tout est logique finalement? Il suffit de le vouloir pour pouvoir. C'est ça la phrase. Parce que quand je veux quelque chose et je mets vraiment toutes mes énergies là-dedans, c'est sûr que je vais l'avoir. Peut-être que je ne vais pas l'avoir au premier coup. Parce que je finirai par l'avoir. Mais je finirai par l'avoir si j'y crois vraiment. Donc, au fait, c'est ça. Donc, d'abord, croire en le pouvoir de la visualisation. Avoir cet objectif précis. C'est une bonne chose de se concentrer sur une seule chose. Pardon, Asma, de vous interrompre. Est-ce que cette histoire de visualisation et la loi de l'attraction, c'est la même chose? Il y a une... oui, on peut dire que c'est un peu la même chose. Donc, quand je visualise quelque chose, donc je l'attire. Parce que la visualisation, c'est soumettre... C'est voilà, c'est soumettre une demande à l'univers. Et quand ça, c'est le souhait. Voilà, quand je soumets cette demande à l'univers, il y a un certain lâcher-prise. Donc, je lâche prise et je soumets cette demande. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas passer à l'action. J'insiste sur ça. Donc, et voilà, donc aujourd'hui, j'ai mon projet, j'ai mon objectif. Et je veux commencer ma visualisation. D'abord, il faut être dans un endroit calme. Il y a un rituel autour? C'est un rituel, Okay. C'est se mettre dans un endroit calme,
c'est faire un petit exercice de respiration pour lâcher prise, pour se détendre et commencer à visualiser mon projet déjà atteint. Donc, dans ces étapes-là qui viennent, on peut ou bien se baser sur des réussites que j'ai déjà vécues dans ma vie et les revivre ces réussites. Quand je dis revivre, les revivre avec les 5 sens. Qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai senti, qu'est-ce que même le toucher, les odeurs, tout ça, ramener tout ça, toutes ces choses-là qui étaient pendant cette expérience des réussites et essayer de les revivre avec cet objectif-là que j'ai en vue. Mais c'est pas un one shot, on le fait pas une fois. C'est quelque chose pas en du fait. Tout, j'arrive à ça. Oui, pas du tout. Donc ça peut être une façon. Après, ça peut être revivre la chose comment moi je la vois. Je voudrais, par exemple, aller faire des études. Je me vois déjà sur les bancs de cette université que je voudrais, où je voudrais étudier. Je me vois déjà en train de préparer mes cours. Donc, et ça c'est croire en soi, en fait. C'est en croire en soi, c'est sûr. C'est sûr. C'est croire en soi, c'est dire je suis capable de. Je le vois depuis tout à l'heure. Oui. Allez-y, parce docteur. Que moi, bien sûr, on a tous des référentiels dans lesquels on croit, etc. Mais ce qui me dérange un tout petit peu, je suis désolé, c'est cette histoire de demande à l'univers, parce que moi je suis intimement convaincu qu'en fait ce qui nous empêche d'arriver à l'objectif, c'est pas l'univers, c'est nous, c'est nos peurs principalement. Ouais. C'est nos peurs qui nous permettent pas de passer à l'action. Et ce que vous décrivez comme rituel, ce sont des méthodes de relaxation qui s'apparentent même à de l'hypnose. Hein, le fait de revivre, c'est une autre façon voilà, de tout à fait. Oui, c'est le fait de revivre des choses comme ça. Et ça, ça a une vertu qui est reconnue scientifiquement, c'est vrai, c'est l'apaisement. Et quand on est apaisé, comme c'est un projet, comme vous disiez, réaliste, atteignable, mesurable, etc. Logiquement, il n'y a pas de raison pour qu'on n'y arrive pas. C'est ça. Mais donc, une fois qu'on restaure suffisamment de calme. Mais en fait, cette demande à l'univers, c'est juste pour donner du sens. Donner du sens et lâcher prise par rapport à ça. Et lâcher prise. Lâcher prise, exactement. En fait, quand on s'apaise, quand on se calme, j'ai l'impression qu'on met les idées en place. Oui. Comment je vais faire pour suivre? Qu'est-ce que je vais suivre comme chemin? Voilà où je suis, voilà où je veux arriver. Comment je vais y arriver? Eh bien, on visualise les étapes. Voilà, parce que la visualisation, c'est quelque chose. Et les alternatives. Voilà, elle va aider ou bien elle va pousser notre cerveau à utiliser tous ses pouvoirs. Et scientifiquement prouvé que le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Ça a un impact d'imaginer. Et il va nous pousser et il va créer ces comportements qu'on va mettre en place pour arriver à atteindre notre objectif. Mais il ne va pas concrétiser pour nous Non, bien sûr. Et ce n'est pas l'univers qui va concrétiser pour nous. Non, mais c'est pour ça que depuis le début, j'insiste sur les actions. C'est ça. C'est le plan d'action que je vais mettre en place. Et cette visualisation, elle va juste, comme j'ai dit, c'est un dynamo qui va nous pousser et qui va à agir. C'est ça. Et donc, voilà. Pardon, si vous permettez, Asma, parce qu'on arrive à la fin. Je voudrais juste quand même un petit mot de Mouna sur le sujet. Vous ne nous avez pas donné votre avis. C'est-à-dire la pensée positive en général, on est une formidable usine chimique. Ça veut dire quand on a des pensées positives, forcément, on va avoir de la sérotonine qui est en train d'être produite, on va avoir quand même des hormones qui vont booster notre capacité de se concentrer, de mémoriser. Mais par contre, si on est bloqué par la peur, on a des émotions négatives,
négative, eh ben, forcément l'énergie va partir. Et quand on veut arriver à quelque chose, c'est une question d'énergie. C'est une question d'énergie et de croire en soi, de se dépasser, de ne pas avoir peur et parfois de se brusquer un petit peu. Exactement. Donc voilà, c'est au fait de s'asseoir, se relaxer, respirer, ou bien se baser sur des réussites passées, ou bien juste imaginer ce qu'on a à atteindre, ou juste créer un film, comme un réalisateur qui va créer son propre film. Et mettre en place surtout le plan d'action, et ça c'est propre à chaque personne. Merci Exactement. infiniment Asma Chawki d'avoir été là. On a tellement discuté du sujet qu'on n'a pas fait intervenir nos intervenants. Pourtant, on avait pas mal de questions. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous, de nous avoir simplifié cette notion de visualisation et je pense d'avoir concrétiser la chose à travers le plan d'action parce que ça c'est le plus important. Docteur Atmal Lorabi, merci infiniment d'avoir été là et d'avoir un petit peu recadré les choses par rapport aux réseaux sociaux et à leur utilisation. Et Mona Srli, merci beaucoup de nous avoir un petit peu expliqué le raisonnement de ces nouvelles générations en matière de mobilité professionnelle et surtout en matière de besoins au sein de l'entreprise. Merci à tous d'avoir été là. Merci à l'équipe en régie et à très vite. Au revoir.